Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Bon dimanche à tous, ravi de vous retrouver, Frédéric Jarraud et le professeur Yves Lignon pour les clés du mystère. Professeur, bonjour et bonne année. Bonne année Frédéric, bonne année à tous nos auditeurs. Il n'est pas trop tard, il paraît qu'on a tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux. Mais enfin, le faire aujourd'hui, lendemain du 1er, c'est pas mal non plus. C'est pas mal. Donc vraiment, bonne année, bonne année, bonne année. Alors, à cette période de l'année, évidemment, des voyantes font leurs prédictions, c'en est plein les journaux, plein Internet aussi. Alors, on sait que ce n'est pas toujours très sérieux et pourtant on s'y intéresse, on lit par curiosité, ou en tout cas on s'intéresse. Bien sûr. Enfin, ça n'est jamais sérieux. Que quand on fait le bilan au 31 décembre, c'est terriblement cruel. Mais ces voyantes ou ces voyants qui sont en général des charlatans ont changé de pseudonyme entre-temps, ils ont changé de ville et ils ont trouvé d'autres journalistes pour écouter leurs prédictions de l'année suivante. Il y en a qui ont un culot extraordinaire. Là, vous parlez des prévisions collectives sur des événements dont on peut tous être témoins. De ces faux voyants. Un jour, il y en a une qui m'a dit il y aura un tremblement de terre dans l'hémisphère nord. J'ai dit, ouais, c'est ça, un tremblement de terre dans l'hémisphère nord. Votre prédiction n'est pas un chef-d'œuvre de précision. C'est sûr. Or, et puis même en France, il y en a presque régulièrement. Bien sûr. Quelque temps plus tard, elle était basée à Bordeaux, celle-là. Quelque temps plus tard, il y a eu un tremblement de terre dans l'hémisphère sud, en Colombie. Ah. J'ai voulu me faire le plaisir de téléphoner à cette dame et dire, voyez, dans l'hémisphère sud. Elle m'a répondu du tac au tac, je n'ai fait que me tromper d'hémisphère. Vous voyez. Ah ouais, elle est très audacieuse. Oui. Donc, il faut pas croire ces gens-là, même si c'est amusant de les écouter. Parce que, il faut bien dire que les vrais voyants, les gens qui ont authentiquement un don de voyance, eh bien, ils vont pas vous dire, Frédéric, que vous allez croiser Martin à tel endroit, tel jour, à telle heure. La vraie voyance, si j'ose dire, est beaucoup plus vague. Et je crois qu'il y a un bon exemple à donner qui permet de bien comprendre ce que c'est que la vraie voyance. C'est une des réussites de Madame de Châtelet, la dame avec qui je fais des expériences depuis si longtemps. Donc un jour, on lui a demandé si elle pouvait donner des informations dans une affaire de fillette disparue en Normandie. Et à propos de cette fillette, quand elle s'est concentrée, Madame de Châtelet a décrit une maison. Mais une maison vraiment avec beaucoup de détails, des détails significatifs. Et cette description était si précise que la gendarmerie est effectivement allée enquêter, et ça a fait un certain ramdam. Il y a eu des battues dans les environs, puisqu'il y a même eu un article dans le journal Le Monde, qui est le plus sérieux des journaux français, disant, après l'intervention, ce qu'a dit une voyante toulousaine a été pris tellement au sérieux par la gendarmerie qu'elle a enquêté. Ben, ça n'a rien donné. La petite fille, par ailleurs, s'était noyée accidentellement, mais la maison était celle de quelqu'un que les enquêteurs soupçonnaient, voyez, de quelqu'un qui avait déjà commis un enlèvement d'enfant. Et donc il y avait un rapport. Il y avait un rapport. L'intervention des voyants dans ce genre d'affaires, des vrais voyants, est très significative dans la mesure où on avait fait, c'est la police de Los Angeles qui avait financé une étude il y a une vingtaine d'années, où ils apportent des informations qui sont en rapport avec le déroulement de l'enquête, mais des informations qui ne sont pas fondamentales. Voilà. Et là, vous évoquez les voyants qui n'ont pas besoin de support. Non, oui, les voyants, ceux qui ont un don, une faculté particulièrement développée. Parce qu'il y a aussi les radiesthésistes ou encore les personnes qui utilisent les pendules. Une autre fois, je vous raconterai aussi une histoire de radiesthésiste à propos de personnes disparues, mais la radiesthésie, c'est une forme de voyance. Vous savez, simplement, j'ai croisé des radiesthésistes qui me disaient, je sais que c'est moi qui fais bouger le pendule, mais si vous me l'enlevez, je ne trouverai rien, hein. Donc, mais je cite cela pour que justement par rapport à toutes ces fausses prédictions qui sont extrêmement précises, pour qu'on fasse bien la différence. Ouais. Et alors, oui.
Et cela dit, il est certain que certaines personnes ont vraiment des dons de voyance. Moi, je suis le premier à le crier sur tous les toits, que la voyance existe. C'est une réalité scientifique. On sait faire des expériences de voyance depuis plus de 80 ans et on a commencé aux États-Unis en 1927. Bon, la voyance existe, mais le charlatanisme associé à la voyance, il existe aussi. Et curieusement, quand quelqu'un me dit un truc extrêmement précis, par exemple, tout à l'heure en sortant du studio, je vais aller au restaurant, eh bien s'il me dit quelqu'un qu'est-ce que je vais choisir sur la carte, je penserai que c'est un faux voyant. Et en plus, je ne choisirai pas ça. Voilà, vous ne vous laisserez pas influencer. Absolument, il ne faut pas se laisser influencer par des prédictions apparemment précises, parce que ce sont de fausses prédictions. Alors, ceci dit, nous autres, les scientifiques qui nous intéressons à la parapsychologie, eh bien, nous faisons aussi la chasse aux charlatans. Je suis assez fier d'en avoir envoyé quelques-uns devant la justice. Et donc, je vais vous raconter aujourd'hui, pour débuter l'année, la plus célèbre histoire de charlatans piégés de toute la parapsychologie française. Ça s'est passé il y a longtemps, mais c'est une histoire magnifique. C'est l'histoire du faux médium qui se prénommait Albertine. Et vous allez nous raconter cette belle histoire dans un instant, Yves Lignon. Vrai et faux médium, vrai et faux voyant sur Sud Radio, c'est le thème de cette première émission de l'année pour les clés du mystère avec le professeur Yves Lignon. Alors Yves, vous allez nous raconter donc l'une des plus célèbres affaires de charlatanisme qui a commencé, c'était dans les années 20, c'est ça? Oui, c'était en 1924, mais c'est la plus célèbre. Tous les chercheurs en parapsychologie la connaissent. Moi, j'ai même reçu un jour un chercheur américain qui venait en France et qui avait souhaité me rencontrer. Et quand je lui ai proposé de lui offrir quelques documents, il m'a dit « Vous n'avez pas par hasard des photos relatives à l'affaire Albertine ?» Tellement c'est célèbre. Je dis, vous savez, ça s'est passé il y a 70 ans. On a des comptes rendus très très précis, mais des photos, malheureusement, j'en ai pas. Il va dire, c'est bien dommage. J'aurais aimé en ramener une aux États-Unis, et plus précisément en Californie, là où il travaillait. Alors, il faut dire que en 1924, il y avait en France, et en particulier à Paris, un institut, l'Institut métapsychique, un organisme de recherche en parapsychologie, scientifique bien entendu, qui était présidé par un prix Nobel, s'il vous plaît, Charles Richet, et qui disposait de moyens importants parce qu'il était financé par un mécène de la région de Béziers, un négociant en vin. Et donc ce laboratoire faisait des expériences, mais il faisait aussi la chasse aux charlatans. Et de notre côté, comme on avait parlé pas mal de lui dans la presse, dans les journaux de l'époque, il y a un jour un couple douteux, on peut dire leur nom, ils s'appelaient les Bourniquel, monsieur et madame, qui s'est dit, si on arrive à tromper ces scientifiques-là, quelle publicité pour nous, puisqu'on dira dans ce laboratoire dont tout le monde parle, nous avons été testés et positivement, vous voyez le cheminement dans les esprits tortueux. Évidemment. Et donc, monsieur et madame Bourniquel se présentent au docteur Rosti, qui dirigeait cette institution. Ils disent, voilà, c'est madame le médium, elle se prénomme Albertine, vient Titine, et elle fait apparaître des fantômes, même quand elle est enfermée dans un grand sac en toile. Ah ouais, c'est très fort ça. Oui, c'est très fort. Monsieur Bourniquel précise cependant que c'est lui qui fournit le sac. Ah, que voulez-vous? Bon, ça change tout. Oui, le docteur Rosti prend un air innocent et lui dit, eh bien, nous allons faire quelques expériences, nous allons vous tester, et donc on va s'installer. Et la première expérimentation a eu lieu le 10 février 1924. Mais il faut dire que Madame Albertine avait posé quelques conditions. Les scientifiques les avaient acceptées, ces conditions, parce qu'ils voulaient voir venir. Donc, elle était dans le sac fourni par son mari, mais il fallait que ce sac, une fois rempli, si j'ose dire, soit lui-même placé dans un cabinet médiumnique.
Alors, qu'est-ce que c'est un cabinet médiumnique? Oui, c'est étonnant ça. C'est très simple. C'est un simple paravent, une toile noire tendue sur une tringle, vous voyez. Et le médium, Albertine en l'occurrence, se place derrière cette toile parce qu'il est plus à l'aise pour appeler les esprits. Ça, c'était le discours d'Albertine. Vous comprenez bien qu'un scientifique dira, si on est derrière une toile, et si moi je suis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Ah oui, tout est possible, comme dit l'autre. Tout est possible, comme disent les illusionnistes. Voilà. Surtout alors, si la lumière est un petit peu tamisée. Voilà, c'était l'autre condition. La lumière un peu tamisée. Bon, eh bien, dit le docteur Rosti, nous sommes à la disposition des personnes qui prétendent produire des phénomènes parapsychologiques. Si ce sont ces conditions que vous demandez, eh bien, au moins au début, nous allons vous les accorder. Nous allons voir. Cependant, si vous permettez, nous prendrons aussi quelques petites précautions supplémentaires. Vous verrez sur le moment. Et le rendez-vous est pris pour le 10 février 1924 à 17h. Et on va voir dans un instant, en tout cas entendre ce qui s'est passé ce jour-là. À tout de suite, Yves. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. Sur Sud Radio, les clés du mystère, le paranormal pour cette première émission de l'année. On fait la chasse aux faux voyants et aux faux médiums avec Yves Lignon, cette histoire qui est la plus célèbre affaire de charlatanisme, avec Albertine qui supposément a des pouvoirs médiumniques et qui procède à une petite expérience en présence de scientifiques français. Avec Albertine dans un sac, nous sommes le 10 février 1925, c'est la première séance. Et comment se passe cette séance alors? Alors il y a... en plus du docteur Rosti qui dirige les observations, une équipe de 7 personnes et donc une grande pièce dans laquelle on a installé le cabinet médiumnique. On a, je le disais tout à l'heure, on a tendu une tringle avec un rideau noir. Donc le couple Bourniquel arrive, monsieur et madame Albertine. Albertine se glisse dans le sac. On ferme et puis on tire le paquet avec il y a la tête qui sort. On le tire tant bien que mal derrière le rideau, on le met dans le cabinet médiumnique. Et alors à ce moment, le directeur de l'Institut métapsychique, donc je le répète, le docteur Rosti, il va quand même mettre des plombs, des liens par là pour ce sac. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non, on n'y voit pas d'inconvénient. Sous-entendu, les plombs, on peut les faire sauter, c'est d'ailleurs bien ce qui se passera, vous l'avez compris. Bon, bref, lumière atténuée. Alors, monsieur Bourniquel, qui a, si vous me permettez l'expression, Frédéric, un baratin de camelot, explique que comme c'est la première séquence, bon, madame, depuis son sac, fait apparaître des fantômes, et puis, il faut quand même pas... trop espéré, on verra plus tard, mais pour la première séance, ça va plutôt être un échantillonnage, vous savez, un peu comme les camelots qui vous distribuent de petits objets, là, avant de commencer la vente sur les marchés. Voilà, ça va monter en puissance voilà. Après. Et donc, la lumière s'atténue. Au bout d'un moment, le rideau frémit. Il s'entrouvre. Et voilà 2 mains qui apparaissent. Monsieur Bourniquel s'écrie « Des mains fantômes ». Dans la salle, personne ne dit rien. Il y a seulement un des scientifiques, qui se nomme René Sudre, on a des procès-verbaux très précis, qui crie « Je veux toucher la main fantôme. Est-ce que je peux ?» Et bien sûr, les mains fantômes n'ont pas peur des scientifiques. Donc René Sudre s'approche et serre la main fantôme, la main droite, comme il donnerait une poignée de main à un de ses amis. Il n'y a qu'un petit détail, c'est que René Sudre, préalablement, s'est enduit la main de mercurochrome, vous voyez, au dernier moment, ça suinte un peu. Bon, et donc quand il serre la main fantôme, la sienne est toute rouge et puis ça dégouline. Ouais. C'est un malin, hein. Ah, c'est un malin. C'est le docteur Rosti qui lui en a donné des instructions. Bien sûr. Et
Donc, les mains fantômes s'agitent un peu, là, font les marionnettes de part de Dieu, puis elles disparaissent. Monsieur Bourniquel dit voilà, vous pouvez rallumer, c'est fini. On écarte le rideau, on regarde le sac, les plombs n'ont pas l'air d'avoir bougé, on ouvre le sac, Albertine sort, très contente d'elle-même, et le docteur Hosty s'approche et va lui serrer la main, disant je vous félicite, on a vu des mains fantômes. Il lui serre la main, évidemment, vous comprenez que le docteur Hosty est reparti avec la main rouge, Ah oui. lui aussi. Et alors, curieusement, eh ben, il n'a rien dit, le docteur Hosty. Il ne s'est pas mis à crier, on vous a pris sur le fait, etc. Non. Il a fait celui qui ne remarque rien, qui ne fait pas attention. Il a pris un air tout à fait naïf, pour ne pas dire bête. Et quand est-ce qu'on va se revoir? Eh bien, dans une semaine, si vous voulez, à peu près. D'accord. Rendez-vous le 18 février. Et nous serons les mêmes. Certainement, dit Monsieur Bourniquel. Et en plus, là, ce sera la seconde. On peut espérer mieux que la première fois. Et que va-t-il se passer lors de la séance du 18 février? On va la raconter dans un instant. Et pour cette première expérience, on a bien compris que les mains de Mercurochrome étaient celles forcément du mari qui non, a joué les mains. Non, ou c'est le même d'Albertine qui sortait du sac. Ah oui, carrément, c'est elles-mêmes sont les siennes. Le mari n'étant là que comme faire valoir dans cette histoire. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette histoire des vrais et faux fantômes, l'affaire Albertine. L'une des plus célèbres affaires de charlatanisme en termes de voyance et de médium, c'est celle que vous nous racontez, Yves Lignon, aujourd'hui sur Sud Radio, l'histoire d'Albertine, avec une première séance dont on a parlé il y a quelques secondes à peine, la deuxième séance, donc en présence des scientifiques, pour voir de quoi il retourne, pour voir si c'est vrai tout ça ou pas. Oui, vous comprenez bien que dans l'esprit du docteur Hosty, il s'agissait de laisser les charlatans s'enfoncer. Bon, je suppose que en rentrant chez eux, les Bourniquel ont dû constater que la main droite de madame était rouge. Et alors ils ont dû comprendre que un des assistants, le René Sudre, l'avait touché, avait fait exprès de colorer cette main en rouge. Mais ils se sont dit, c'est tout à fait chouette. Il y en a un qui a essayé de nous piéger, mais le patron de l'équipe s'est aperçu de rien. Donc, on peut continuer. On est en train de les avoir de première. Et le 18 février, vas-y que je te pousse, on va te leur montrer un vrai fantôme. Et le docteur Hosty, le 18 février, a l'air toujours aussi bêta, le gars qui se rend compte de rien. En réalité, il a préparé son coup, bien entendu. C'est un bon comédien. Ouais. Bien entendu. Et avant qu'on rentre dans la salle de séance, avant que Albertine pénètre dans son sac, il lui a fait passer une espèce de petit questionnaire physiognomique, un questionnaire médical. Mais alors avec plein de mesures, vous savez, des mesures diverses de la face, la longueur des oreilles, etc. Donc il a fait un portrait détaillé d'Albertine. Bon. Et puis, on attend. Et alors là, Monsieur Bourniquel monte d'un cran, dit aujourd'hui, c'est le vrai fantôme. Là, vous pouvez y aller. C'est pas les mains comme l'autre fois. C'est le vrai fantôme. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et oui. Et alors on voit ce qu'on va voir, puisque même scénario. On rentre dans le sac, on met on plombe avec des petits liens pour vérifier que le sac est bien scellé. Albertine est là-dedans, elle a le sourire de quelqu'un qui est content de la situation. On tire le rideau, la lumière est atténuée, et au bout d'un moment, de nouveau, le rideau s'entrouvre, les mains apparaissent. Ah, le retour, les mains, le retour, Freddy, le retour. Voilà, bon. Et puis, les mains, alors là, ne se contentent pas de gigoter, de jouer aux marionnettes. Elles entrouvrent le rideau, des bras. Le rideau est presque complètement levé. Le fantôme sort. Un vrai fantôme. Ah oui, un vrai fantôme. Si j'ose dire, un fantôme en chair et en os, nous comprenons. Avec un drap par-dessus, c'est ça? Non. Un vrai fantôme. Ça avait l'air d'une dame de l'âge de Madame Bourniquel, en habit de ville ressemblant à ceux de Madame Bourniquel.
Ah. Mais curieusement, le docteur Osty ne dit toujours rien. Par contre, il demande à chacun des assistants de venir admirer le fantôme sous le nez. C'est-à-dire que chacun s'approche, regarde de près le fantôme, qui fait des petits pas dans la pièce, qui se déplace, qui fait d'agréables gestes des mains. Ben, les 7 assistants approchent, l'examinent, ainsi de suite. Puis au bout d'un moment, le fantôme fait une révérence, retourne derrière le rideau. Monsieur Bourniquel dit c'est fini. On allume, on soulève le rideau. Il y a le sac, avec dans le sac Albertine, semble-t-il. Tout au plus, le docteur Osty remarque, mais décidément, il est décidé à ne rien dire, cet homme. Tout au plus, le docteur Osty remarque que certains des plombs ont sauté. Mais enfin, les plombs ont sauté, d'accord. Oui, les plombs ont sauté, ils vont sauter au propre et au figuré. Bon, mais des plombs ont sauté, donc certains des liens qui ferment le sac, bon, c'est plus ça. Mais il ne dit rien. Les Bourniquel retournent chez eux de plus en plus contents. Qu'est-ce qu'on est en train de le couillonner? C'est ça une toubib, c'est ça un scientifique. Ma chère Albertine, tu te montres devant lui en fantôme et personne ne se rend compte de rien. C'est très subtil comme attitude finalement, parce que ça les met en confiance. Mais oui, mais c'était ça qu'il cherchait. Mais pendant ce temps, il y avait une réunion de travail de l'équipe scientifique et chacun, n'oubliez pas que tous les scientifiques étaient allés examiner le fantôme de près. Chacun remplissait une fiche que le docteur Osty se préparait à comparer avec celle qu'il avait dressée à l'avance. Et toutes ces fiches montraient que le fantôme avait, si j'ose dire, le même nez, les mêmes oreilles, la même taille, la même corpulence que Albertine. Vous en doutez un peu. Donc, le piège était en train de se refermer. D'autres séances vont avoir lieu, j'imagine, dans les jours qui vont suivre. Et vous allez nous les raconter, évidemment. Yves Lignon, à tout de suite sur Sud Radio. 11h, midi. Les clés du mystère sur Sud Radio. La plus grande affaire de charlatanisme en termes de voyance et de médium, c'est ce que vous nous racontez, Yves Lignon, aujourd'hui, en ce dimanche, premier dimanche de l'année, dans les clés du mystère, avec Albertine, qui est donc dans un sac. Son mari n'est pas loin. Des scientifiques français sont là, séance après séance, pour voir de quoi il retourne, si des fantômes apparaissent véritablement ou pas. Et on en est à la troisième et quatrième séance. Nous sommes en 1925, en février 1925. Oui, alors on a bien compris, je pense que pas un seul de nos auditeurs n'en doute, que c'était un trucage extrêmement grossier. Elle se débrouillait pour sortir du sac, et c'était elle qui faisait le fantôme. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que les scientifiques n'ont pas l'air de réagir. Or, ce sont des scientifiques de pointe, ce sont des scientifiques qui connaissent bien la question, et curieusement, on fait devant eux de plus en plus de cinéma, c'est le cas de le dire, et chaque fois ils ont l'air contents, disant oui, on a vu un fantôme, puis il était bien en chair, le fantôme, etc. Ouais. Et donc, le 23 février et le 4 mars, il y a 2 autres séances qui se déroulent un peu comme celle du 18 février, sinon que le fantôme, Albertine, et son mari, bien entendu, a de plus en plus de culot. Il se déplace complètement dans la salle, il fait un pas de danse, il tend sa main pour qu'un des chercheurs lui fasse le baise-main, etc. Il donne un coup de poing d'un rigolard, et ainsi de suite. Et de plus en plus de culot, et en même temps, de moins en moins de précautions. Parce que quand on examine le sac après, eh bien, tous les liens qui servent à le fermer sont arrachés. Autrement dit, quand Albertine sort du sac pour jouer le fantôme, elle ne fait même plus preuve de prudence, quoi. Paf, elle l'arrache, elle sort, elle va faire 2 ou 3 tours de valse dans la pièce en lumière atténuée. Elle rentre dans le sac, elle s'enfourne là-dedans sans tout remettre en place. Et les scientifiques ne disent toujours rien. Et au contraire, ils ont l'air contents. Il y a des phénomènes comme ça, on n'en a pas vu, on n'en reverra jamais de toute notre carrière. Eh bien, écoutez, on va faire une dernière séance, cher monsieur et madame Bourniquel, et puis là, nous allons conclure. Si vous voulez, nous vous délivrerons un certificat, nous, équipe scientifique, garantissant que madame Bourniquel fait bien apparaître des fantômes.
Et cette dernière séance, elle va avoir lieu le 25 mars. Donc, ils sont quand même très naïfs, tous les deux. Oui, non, ils sont piégés. Vous savez, moi, j'ai eu piégé des charlatans aussi. Que quand ils ont l'impression que ça marche, ils sont pris à leur propre jeu, ces gens-là. Ils sont pris à leur propre jeu, ils peuvent plus reculer, et ils se disent que ce sont de grosses ficelles, mais ça marche. Alors continuons. Et donc le 25 mars, on a pris 3 semaines de délai parce que on explique à Albertine et à son époux que en plus des scientifiques, il va y avoir un invité d'honneur. Et que cet invité d'honneur, c'est Maître Maurice Garçon, qui est un très très célèbre avocat. Très célèbre avocat de l'époque et même avocat dans l'histoire de la justice au XXe siècle en France. Si vous allez sur Internet, vous verrez qui était Maurice Garçon. C'était une personnalité de la stature des grands avocats dont on parle à l'heure actuelle. Vous voyez, par exemple, Maître Kijman, qui est un avocat très connu. Mais Maître Maurice Garçon, c'était le même profil. Et donc, il va faire à Albertine l'honneur d'assister à la séance, et c'est lui qui signera en premier le procès-verbal. L'attestation, Albertine Bourniquel fait bien apparaître des fantômes. Donc, on recommence. Le dispositif a l'air d'être, une fois de plus, toujours le même. Il y a peut-être un petit détail qui a changé, mais les Bourniquel, tellement pris par l'idée qu'ils sont en train de tromper des scientifiques, ne remarquent pas ce détail. C'est que René Sudre, vous savez, Frédéric, celui qui avait utilisé le mercurochrome lors de la première séance, René Sudre, au lieu d'être assis sur la chaise habituelle, se tient debout, là, dans un coin. Et il a le dos contre le mur, et comme cela, on ne voit pas qu'il camoufle un interrupteur. Un interrupteur qui, si nous l'examinons, nous l'avions examiné, nous avions été là, nous aurions constaté qu'il avait été installé vraiment très très récemment. Peut-être est-ce pour ça qu'il avait fallu patienter un peu du 4 au 21, vous voyez, le temps de faire certains travaux. Problème d'électricité. Et oui. Et donc, problème d'électricité. Et puis, vous savez, quand on est dans une pièce, on regarde rarement le plafond. Si Albertine et son mari avaient regardé le plafond, peut-être aurait-il dit on s'en va, le certificat d'authenticité on vous le demande pas, on se reverra plus, c'est fini. Bon, vous devinez la suite des événements. La lumière même cinéma que d'habitude. Albertine, le fantôme, qui dit que c'est Albertine. Le fantôme vient au milieu du cercle des chercheurs, fait des pas de valse et même se met à fredonner. Tellement le fantôme se sent bien. À ce moment-là, vous doutez de la suite, René Sudre appuie sur l'interrupteur. On a installé au plafond un éclairage digne d'une scène de théâtre. Et Albertine se trouve au milieu de la pièce, en pleine lumière, avec autour d'elle un cercle de messieurs qui la regardent d'un air pas très content. Et donc, toute la manœuvre du docteur Hosty pendant ces semaines visait justement à la piéger de cette façon, à les faire tomber, Albertine et son époux, littéralement dans le panneau, pour les prendre sur le fait en présence de ce qu'on peut appeler un grand témoin, l'avocat Maurice Garçon. Et donc fin de l'histoire d'Albertine, qui pour le coup a disparu comme l'écrivait si bien Marcel Proust. Une autre peut-être histoire à raconter dans un instant ? Oui, parce que pour terminer l'émission, vous voyez là ça s'est bien passé. Enfin bon, Albertine a été renvoyée à ses chères études, elle a bien disparu, mais elle ne pouvait pas aller voir Marcel Proust puisqu'il était mort depuis 2 ans, si je me souviens bien. 1922, exactement. Oui. Bon, mais ça ne se passe pas toujours bien. Et donc je vais vous raconter une autre histoire qui là a mal tourné pour les chercheurs. On marque une petite pause, Yves.
Vrai et faux médium, c'est le thème de l'émission des Clés du Mystère aujourd'hui. Et pour finir, une petite histoire qui vient en écho à celle que vous nous avez racontée. Il s'agit de Blaise, un certain Blaise. Blaise de Mantes, oui, on l'appelait Blaise de Mantes parce que ça se passait là. Ça date de 1928, donc c'est un peu plus récent que l'histoire d'Albertine, mais celle-là c'est mal terminé. Et donc il y avait à Mantes, près de Paris, un cercle spirit et un médium prénommé Blaise qui prétendait, s'il vous plaît, faire apparaître seulement 2 fantômes, mais pas n'importe qui, Jeanne d'Arc et Napoléon. Ah oui, quand même. Bon, oui, carrément. Hein. Le haut du panier. Bon, donc 2 membres de l'Institut métapsychique dont je parlais tout à l'heure ont voulu enquêter. Il s'agissait d'un scientifique, Charles Cartier, d'un journaliste maçon. Et on leur a dit là, pas question que Blaise accepte de se rendre dans vos locaux comme Albertine, parce que 4 ans s'étaient passés depuis l'histoire d'Albertine, mais on en avait entendu parler. Vous comprenez bien. Si vous voulez observer l'apparition de Jeanne d'Arc d'abord, puis de Napoléon ensuite, parce que ça se passe par ordre chronologique, il faudra que vous veniez dans nos locaux. Et donc, Cartier et Masson acceptent, les pauvres malheureux. Et un soir, ils se trouvent à Mantes, on les fait monter dans une maison à l'étage, où les membres du cercle spirit sont réunis. En un seul mot, parce qu'on va pas y passer toute la nuit, c'était un cercle féminin et composé uniquement de matrones. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Oui, ce que je veux dire. Et il y avait une espèce de chef du cercle spirit qui était tout aussi féminin et encore plus matrone que les participants. Donc la séance commence, petit détail, le coup des mains qui apparaissent derrière le rideau, etc. Puis, à un moment donné, on dit voilà Jeanne d'Arc. Et dans la lumière atténuée, le rideau glisse et on voit apparaître quelqu'un qui porte, un fantôme en tunique blanche. Alors la madame qui dirige dit, voyez, elle est en tunique blanche, vous attendiez peut-être à la voir en armure, mais elle est en tunique blanche parce que c'est une sainte maintenant, donc elle est au paradis. Et Cartier et Masson remarquent, ils observent autant qu'ils peuvent dans la lumière atténuée, que Jeanne d'Arc est peut-être une sainte, elle a peut-être une tunique blanche, en tout cas elle porte un pantalon rayé, la tunique est tellement courte qu'on voit qu'elle porte aussi des bretelles et de grosses galoches. Donc, sous une tunique courte, les saintes ont un costume très masculin. Évidemment, ils essaient de se précipiter pour prendre le faux médium en flagrant délit. Et à ce moment-là, le cercle spirit leur tombe dessus. Carrément. Bagarre générale. Bon, on les met dehors, on est au premier étage, ils descendent de l'escalier un peu vite. Mais en fait, ça a fini en justice, cette affaire-là. Hein. C'est fou. Hein. Ah oui, comme quoi c'est quelquefois dangereux de piéger des faux médiums. Moi, une fois, dans une conférence, c'est horrible, mais je crois que je peux donner le détail. Donc, j'ai voulu piéger un faux médium qui donne une conférence. Je me suis trouvé coincé au bas de l'estrade par la foule hurlante. Oui, écoutez, pour dire à quel point, quelquefois, les gens ne sont pas bien. Il y avait un monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui, je ne sais pas qui il est, mais qui était avec des béquilles. Et bien, qui se tenait debout sur une de ces béquilles et qui me menaçait avec l'autre. C'est de l'hystérie collective. Oui, vous voyez, l'hystérie collective. Alors, je ne sais pas comment je m'en suis sorti, parce que j'étais avec un de mes assistants qui n'est pas plus grand que moi. Donc, la bonne étoile. Oui, étoile, pas plus grand que moi. Et donc, je sais pas, enfin, ça a fini par se calmer, mais je vous assure que le faux médium a carrément crié l'enchaîné, un peu comme dans l'histoire de Blaise de Mantes. Toutes ces femmes se sont jetées sur les 2 scientifiques et hop, on les a mis dehors. Mais encore une fois, les risques du métier. Oui, il y a eu une action en justice pour coups et blessures. Hein. C'est dire. Bon, on racontera dimanche prochain des histoires plus souriantes, non? Bien volontiers. En tout cas, ça a été vraiment cette histoire passionnante d'Albertine. Vraiment. Alors, on rappelle qu'on peut retrouver sur sudradio.fr l'intégralité. Voilà. Et puis, je vais le dire dans le livre qui s'appelle Médium, le dossier. Allez, un peu de pub.
Bah, vous avez raison, Yves Lignan. Merci beaucoup pour ces histoires toujours aussi passionnantes. Chaque dimanche, les clés du mystère, 11h midi sur Sud Radio. Et ça sera comme ça pour cette nouvelle année que nous vous souhaitons, évidemment, vous tous qui nous écoutez, excellente à l'écoute de Sud Radio. Yves, à dimanche. Merci. À dimanche, Frédéric. Sud Radio.